On parlera aussi évidemment du sujet du jour sur France Culture, le flux de réfugiés qui cherchent à gagner l'ouest de l'Europe via les Balkans, qui restait encore important ce matin. 4500 personnes arrivées à la frontière autrichienne depuis la Hongrie la nuit dernière. On parlera des projets de l'Union européenne d'installer des camps de réfugiés donc à l'extérieur de l'Union, notamment en Turquie. Voilà pour les titres, c'est à vous Caroline, la grande table. Et puis nous aussi, nos deux partis, bien sûr, porteront la trace de cette journée sur les routes de l'exil que vous propose aujourd'hui France Culture. En dernière partie, nous voyagerons dans le temps avec l'historienne des migrations Nancy Green. Et pour commencer, c'est à la manière dont les écrivains s'emparent de cette réalité dans la fiction que nous allons nous intéresser, en compagnie de deux invités, Pascal Manoukian et Leïla Sebar, sans oublier notre témoin central de la journée. Je veux parler de l'écrivain et cinéaste Atiq Rahimi, qui accompagne cette journée en direct depuis ce matin, 6h et jusqu'à 22h ce soir avec son dictionnaire intime de l'exil, et qui nous dévoilera deux nouveaux mots, l'un en fin de première partie, l'autre en fin d'émission vers 13h20. Deux invités donc pour commencer cette émission, un descendant d'exilés arméniens et une exilée algérienne qui à eux deux dessinent finalement en miniature tout le trajet imaginé par France Culture pour cette journée spéciale, du départ à l'intégration dans un pays étranger, en passant par le voyage et les difficiles conditions d'installation, avec bien sûr en toile de fond tous les phénomènes de déculturation et d'acculturation qu'un exilé peut rencontrer. Bonjour Pascal Manoukian. Bonjour. Bonjour Leïla Sebar. Bonjour. Et merci d'être tous les deux autour de la grande table. Pascal Manoukian, vous êtes directeur de l'agence Capa Presse depuis fin 2013. Vous êtes un ancien grand reporter et vous publiez votre premier roman intitulé Les Échoués aux éditions Don Quichotte, un livre qui retrace le parcours de 4 migrants moldaves, bangladais et somaliens partis de Lampedusa en 1992. Leïla Sebar, vous êtes une écrivaine franco-algérienne installée en France depuis l'âge de 18 ans, c'est-à-dire depuis le début des années 60. Vous êtes arrivée en France en 1961 et depuis ce moment, vous explorez la condition d'exilé sous toutes ses formes d'ailleurs et dans toutes les formes littéraires, puisque vous avez écrit aussi bien des romans que des essais, des nouvelles que des carnets de voyage. D'où ma première question à tous les deux. En quoi la littérature, puisque c'est la question qui va nous occuper pendant cette première demi-heure, en quoi la littérature, qu'elle soit d'ailleurs fiction ou autobiographie, peut-elle aider à dire la condition d'exilé? Leïla Sebar. Je ne sais pas si je peux répondre comme ça rapidement, mais c'est vrai que pour moi, il n'est pas envisageable d'écrire sur autre chose. C'est-à-dire que je suis constitué et conditionné depuis ma naissance par le double exil de mes parents. Ma mère qui quitte sa Dordogne natale pour suivre par amour. Mon père en Algérie sur les hauts plateaux comme institutrice. Et mon père qui, dans l'histoire coloniale, dans l'Algérie coloniale, quitte sa famille, sa culture, sa langue, comme beaucoup, pour adopter d'une certaine manière la langue française, la culture française et une femme française de France. Donc c'est ce double exil qui me fait naître, et sans en être absolument consciente depuis que j'écris. C'est ce qui revient en permanence, de manière répétitive, à travers des variations diverses. Et je ne peux pas m'en empêcher. Pascal Manoukian. Moi, je dirais que par rapport à mon autre métier, qui est le journalisme, puisque c'est mon premier roman, la fiction a le pouvoir immense d'imprégner les esprits. C'est-à-dire que les mots écrits vont rester. C'est vrai qu'on relit rarement un article, on rouvre souvent un livre,
et que comme c'est un acte intime, ça permet, en tous les cas sur l'immigration, de faire rentrer ces gens que personne ne regarde, que tout le monde ignore, dans les foyers, dans les maisons, on les emporte avec eux, et à chaque fois qu'on ouvre le livre, finalement, on est face à eux. On est face à des portraits de gens que sinon tout le monde ignore. Oui, donc c'est imprégner les esprits, mais c'est aussi incarner la figure du migrant dont on parle en général en termes statistiques. Faire qu'il soit autre chose que des gens amassés sur des bateaux ou accrochés à des trains ou derrière des barbelés d'une frontière. En écrivant cette première fiction, Les Échoués, Pascal Manouchian, alors même que vous aviez publié un recueil de vos expériences de reportage aux quatre coins de la planète, il y a 2 ans, Le Diable au creux de la main, en écrivant cette fiction, vous vous êtes rendu compte que l'incarnation, précisément, était une grande différence avec ce que vous aviez vécu, alors même que ce que vous racontez, et là d'ailleurs on imagine bien que vos personnages-là sont aussi imprégnés de ce que vous avez rencontré en réalité, d'où la nuance assez ténue entre le reportage et la fiction. Mais vous vous êtes rendu compte d'un travail différent par rapport à la nécessaire incarnation ? Alors bien sûr, ils sont inspirés des routes que je connais, des pays que j'ai visités, et ce sont des petits morceaux d'échoués que j'ai regroupés dans des personnages. Je me suis rendu compte surtout que ça touchait beaucoup plus les lecteurs qui avaient lu mon livre, c'est-à-dire des gens qui avaient parfois des avis très divergents sur la question se retrouvaient en se disant quand même cet Hassan, cet imam, ce Chanchal, c'est tout ce que j'avais pu personnaliser. Ce Virgile qui sont vos personnages. Ce Virgile, ce sont des gens qui méritent qu'on s'intéresse à eux quand même. C'est-à-dire qu'il y a ça touche les gens beaucoup plus profondément. Vous ressentez ça, Leïla Sebag ? Oui, le roman que j'ai écrit il y a longtemps, qui s'intitule Fatima ou les Algériennes au square, a été le premier roman à mettre en scène littéraire une femme de l'immigration algérienne, de la première génération. Et ce personnage-là s'est imposé, et s'est imposé sur la scène littéraire française, pas seulement française, parce qu'il a été traduit, et ça a donné chair, comme vous le dites, à Fatima, qui vit dans un HLM en banlieue parisienne, et qui parle mal le français, enfin bon, tous les attributs de l'immigration et du déplacement économique et politique de ces années 80. Et ensuite, Sherazade, qui est une trilogie romanesque, c'est d'une certaine manière la deuxième génération. Et c'est encore autre chose parce que c'est l'héritière de l'exil des parents. Ce qui est aussi intéressant. C'est intéressant non seulement par ce que vous avez écrit, par aussi ce que vous avez vécu, Leïla Sebag, mais aussi par l'histoire qui est la vôtre, Pascal Manouchian. Vous êtes aussi dans la transmission d'une histoire qui est la vôtre. Le premier des échoués, c'est vous, d'une certaine façon. Moi, je suis issu d'une famille échouée en France en 1927, avec une grand-mère qui ressemblait à une Rome pouilleuse dans un camp de Marseille, voilà. Et 3 générations après, je dirige une agence de presse. Et ce qui est surprenant, ce qui m'étonne toujours, c'est que mes parents ont eu 3 enfants, donc j'ai un frère et une sœur, et je suis le seul qui soit vraiment profondément marqué par ces origines arméniennes et cet exil. Les autres se sentent arméniens, mais ne se sentent pas obligés ni de l'écrire, ni d'en parler. Donc je ne sais pas, à un moment donné, sans doute dans les récits de l'enfance, puisque moi j'ai été aussi bercé par des récits de génocide, d'exode, de route, de massacre. Je pense que c'est ce qui m'a donné envie de faire d'abord ce métier de journaliste. Et ensuite, c'est vrai que comme vous, pour l'instant, j'écris toujours sur le même sujet. C'est un témoignage. C'est un témoignage, la littérature. Leïla Sebag. J'espère que c'est plus qu'un témoignage. Pas seulement, mais c'est aussi un témoignage. En effet, comme le dit Pascal Manouchian, dans les fratries, il y a un flambeau qui reprend l'héritage et qui s'intéresse à la transmission. Et c'est mon cas. C'est mon statut dans la fratrie qui est la mienne. C'est-à-dire que mes frères et sœurs savent quelles sont leurs origines, leurs racines, mais ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas fait de film, ils n'ont pas fait de reportage sur ces questions-là. Et je suis celle qui
va transmettre et qui s'intéresse et qui se préoccupe de cette histoire-là. Vous disiez, Leïla Sebbar, tout à l'heure que vous ne pouviez pas vous en empêcher d'écrire sur cet exil. Et là, vous dites que vous êtes celle qui va prendre ce flambeau dans la famille. Alors, c'est comme si vous viviez cette condition d'exilé comme à la fois une condition maintenant totalement ancrée en vous et comme une mission pour les autres. Et ça veut dire qu'il n'y a jamais de fin à l'exil ? Il n'y a jamais de fin. Il n'y a jamais de fin, je le pense, je le pense. Et jusqu'à ma mort, j'écrirai sur l'exil, ce qui ne signifie pas que je sois mal là où je vis. C'est autre chose d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est décalé. Je continue à pratiquer le déplacement de cette manière-là. Et l'exil pour moi est fécond, me fait écrire. Et je ne veux pas y renoncer. Pascal Manoukian. Et quand on vient d'une famille d'exilés, il nous reste toujours un petit fond d'exil au fond du cœur, même 3 générations après. Et c'est vrai qu'entre exilés, je sens obligatoirement quelque chose qui nous rapproche, parce que je sais que avec une autre histoire, peut-être à travers d'autres générations, elle a vécu la même chose. Donc, et c'était pareil d'ailleurs en reportage. Par définition, j'avais une autre vision sur les gens qui s'exilaient quand je les croisais en reportage que quelqu'un qui vient d'une famille qui n'a pas subi l'exil. Donc, ça change aussi votre façon à la fois de travailler, à la fois d'écrire, vos relations avec les gens. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, c'est comme ça qu'il faut voir ces gens qui arrivent aujourd'hui. Il faut pas les voir pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire des gens qui sont fatigués, sales, qui portent sur eux le peu de choses qu'ils ont gardées, mais pour ce qu'ils vont devenir. Puisque nous-mêmes, nous sommes issus d'une famille d'exilés. Donc dans les gens qui se pressent à nos frontières aujourd'hui, il y a sans doute, je sais pas, des futurs écrivains, des mécaniciens, des futurs prix Nobel aussi. C'est-à-dire que il faut prendre un tout petit peu de distance et se dire, voilà, ces gens vont sans doute devenir peut-être ce que nous sommes devenus, alors que nous sommes partis du même point. C'est-à-dire des gens qui arrivaient sans rien dans un pays qui, et c'est toujours le cas en général, hésite toujours à accueillir des immigrés, parce que ce sont des gens qui débarquent et qu'il faut intégrer. Leïla Sebbar. Oui, moi je crois que c'est toujours intéressant parce que ça complexifie les situations historiques et politiques de tout pays qui reçoit des étrangers. Et à propos de l'exil, quand je dis je serai toujours dans l'exil, qui est le mien, je pense que on est en exil quand on ne meurt pas dans son pays natal. Et moi je sais que je ne mourrai pas dans mon pays natal et que j'ai quitté une terre où je ne mourrai pas. Et on continue à être dans l'exil parce qu'il n'y aura pas de retour. Il n'est pas envisageable ce retour ? Non. Pour moi, non. Votre vie est ici ? Je sais que non. Je sais que non. Je sais que non. Et moi, je ne suis pas une exilée algérienne. Je veux dire, mon exil est très, très particulier, très singulier, dans la mesure où j'ai compris, en écrivant ce que j'écris, que j'étais en exil de la langue de mon père, qui est la langue arabe. Parce que mon père ne m'a pas appris sa langue. Et dire une langue, c'est une civilisation, c'est une histoire, c'est une culture très ancienne, en tout cas, pour ce qui concerne l'arabe. Et ne pas avoir appris la langue de mon père et que mon père ait décidé quand même de ne pas me l'apprendre. Hein, je le dis dans l'arabe comme un chant secret. J'essaie de comprendre, j'essaie d'approcher cette question-là. C'est irrémédiable. Et c'est ça, mon exil. Et je pense que c'est l'exil de beaucoup d'exilés aussi.
Pascal Manoukian, vous disiez tout à l'heure que vous vous sentiez assez proche de Leïla Sebbar parce que vous sentiez qu'elle avait vécu la même chose. Dans ce qu'on écrit quand on écrit l'exil, j'aimerais maintenant vous demander sur quoi on écrit quand on écrit l'exil. En partant précisément de vos échoués. Vos échoués, c'est la mise en scène de différentes formes d'exil à travers 4 trajectoires très différentes. Une histoire familiale aussi, puisqu'il est question d'une fille et de son père. Des migrants venus de Moldavie, de Somalie, du Bangladesh, avec un contexte historique très particulier puisque vous avez situé votre roman en 1992. Alors, partons de là, de cette variété d'histoires de migration et de ce temps-là. Oui, moi, j'ai situé l'histoire en 92 parce que ce sont les premiers témoins de ce qui arrive aujourd'hui. Ça fait 20 ans que la catastrophe humanitaire est annoncée. Et pour les gens qui ont pris la route en 92, ils ont vu se mettre en place et les réseaux de trafiquants, et les débuts du djihadisme, et l'amas d'argent et d'armes sur le chemin. Enfin, donc voilà, c'est pour ça que j'ai situé l'action en 1992. Et j'ai aussi voulu panacher, on va dire, les différentes histoires, parce que chacun de mes héros part pour une raison différente. En général, on part tous pour mettre à l'abri sa famille. Virgile, le Moldave, c'est de la misère de l'après-communisme, en fin de compte. Hassan veut mettre sa fille à l'abri de l'intégrisme et de la guerre civile qui commence en Somalie. Et Chanchal, c'est une autre tradition au Bangladesh, c'est de demander à un enfant d'être candidat à l'exil pour faire vivre sa famille qui, elle, restera au Bangladesh. Voilà, donc j'ai voulu raconter cette histoire-là. Et en général, dans l'exil, il y a très peu de solidarité en dehors des communautés. Et j'oblige mes personnages à être solidaires entre eux. En général, il faut faire vite, trouver vite de l'argent, être le premier à monter sur des bateaux. On n'a pas le temps de s'apitoyer sur le sort des autres. Et là, mes 3 héros vont se soutenir, ce qui ne se fait pas dans la réalité. C'est ce que peut la fiction que ne peut C'est pas la romanesque. réalité. C'est ça, c'est Oui, bien sûr. romanesque. Et puis c'est toujours plus facile, comme je le dis souvent, dans un roman, de traverser les frontières, de monter sur des bateaux et de traverser des déserts que quand on est journaliste. C'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous vous êtes dit, et la question je la pose aussi à Leïla Sebbar, quand vous avez commencé d'écrire, je vais en faire des héros, des victimes, ou je vais essayer d'en faire des hommes et des femmes comme dans la réalité je les ai rencontrés, comme dans la réalité moi je l'ai été. Est-ce que vous vous êtes dit, il faut que je fasse attention à ne pas tomber dans ces écueils-là, par exemple, Pascal Manoukian? Moi, je n'ai rencontré que des héros. Il faut être héroïque pour prendre ses décisions, pour traverser les déserts, pour traverser la Méditerranée, pour prendre pour décider d'emmener ses enfants, sa femme, à travers des périples si dangereux. Donc, pour moi, ce sont des héros. Donc, je les ai décrits comme je les ai croisés. Leïla Sebbar. Oui, enfin, pour moi, je crois que mon souci, c'était pas véritablement un souci, mais c'était d'éviter d'en faire des victimes. Parce qu'on a tendance, en général, lorsqu'on parle de personnes en exil, d'étrangers, quelque part, de marginaux, d'exclus, on a tendance à en faire des victimes. Moi, je ne veux pas en faire des victimes. Je ne cherche pas à en faire des héros ou des héroïnes, particulièrement, enfin, emblématiques. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment la violence de ces situations peut être traité par la fiction. C'est ça qui m'intéresse. Parce que il y a beaucoup de violence dans l'exil qui n'a pas été choisi et consenti. Ces exils, en général, qu'il s'agisse de l'exil économique ou politique, ne sont pas des exils choisis. Et moi, ce sont ces exils qui m'intéressent. Dire l'exil choisi ne m'intéresse pas. Il y a de la violence, Pascal Manoukian, de fait, dans vos exilés. Il y a de l'inquiétude. Une phrase est récurrente dans votre roman. Quand on est clandestin, on ne s'endort pas dans les trains, on ne fume pas sur les quais et on achète toujours un ticket, par exemple. Il y a de l'inquiétude, il y a de la violence entre eux, bien sûr. Mais il y a aussi une forme de promesse. Quand on part, on a toujours la promesse
d'un ailleurs qui sera mieux que ce qu'on quitte. Et on ressent ça aussi dans vos livres. Oui, parce que quel que soit, c'est le désespoir qui pousse à ce courage, en fin de compte, de traverser toutes ces épreuves. Et quel que soit l'accueil à l'arrivée, et il est souvent très très violent aussi. On a effectivement toujours l'histoire de tenir aussi la promesse qu'on a faite à ceux qu'on a laissés, c'est-à-dire de leur donner une vie meilleure ou de les faire venir. Et là, c'est barre. Oui, je crois que la promesse, il me semble, comme dans les contes, vous parlez d'épreuves, et en effet, les épreuves sont nombreuses. La promesse, c'est la rencontre. C'est la rencontre, ou la rencontre amoureuse, ou la rencontre généreuse, ou la rencontre exceptionnelle, singulière, c'est la rencontre. Et la rencontre pour un personnage de conte, c'est la rencontre qui va permettre de traverser l'obstacle, de traverser l'épreuve jusqu'au bout et d'arriver à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire trouver place. Restez avec nous tous les deux, Pascal Manoukian, Leïla Sebbar. On continue cette journée sur les routes de l'exil et cette journée est ponctuée par un dictionnaire intime de l'exil. Ce dictionnaire intime de l'exil nous est proposé par un écrivain qui a lui-même fait cette route depuis l'Afghanistan, qui le raconte en cette rentrée dans un portrait intime qui s'intitule La balade du Kalam. C'est Atik Raimi qui vient de s'asseoir dans le studio. Ce mot, Atik Raimi, c'est le mot culture. Je suis fatigué. Fatigué de vivre dans l'errance. Fatigué de respirer, de marcher, de manger, de rire, de pleurer, de rêver dans la clandestinité. Fatigué d'être une ombre. Fatigué d'être toujours en fuite, d'être insaisissable. Je veux vivre autrement, comme celui qui est là, en face de moi, debout devant le comptoir du bar. Cet homme à qui la serveuse ne demande pas d'où il vient. Elle lui sert un café avec un sourire complice. Ou cet autre homme que l'on n'interroge jamais s'il parle la langue du pays ou non. Ou l'autre qui fait une bêtise et personne ne lui dit « Rien n'est grave, c'est un étranger, il ne connaît pas nos codes, nos morses. » Quel désastre d'être ignoré ou jugé par ses origines. Étranger, je n'ai plus le droit de vivre entre être et paraître. Que dirait mon père qui m'a rebatté les oreilles de cette devise d'un grand mystique perse? Parais ce que tu es, sinon sois ce que tu parais. J'ai peur de paraître ce que je suis, l'étranger. Je veux me dissoudre comme le sucre du grand sage zoroastrien sur cette terre d'asile, dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle culture. Mais je ne connais toujours pas la langue. J'ai une peau mate, cheveux noirs, très noirs. Je m'habille forcément d'une autre manière et je regarde les gens, le ciel, les oiseaux différemment. Et alors?
J'ai beau me dire ces mots, mais rien ne change le regard des autres. Je me teins alors les cheveux, je m'habille comme les hommes natifs de ce pays. Par contre, je garde le silence pour que la langue ne me trahisse pas. Oui, c'est la langue qui nous trahit. Une chose étrange. Dans ma langue maternelle, l'étranger se dit gharib. Mais le pauvre est aussi appelé gharib. Étranger et pauvre, voilà ce que je suis en exil. Il y a pourtant quelque chose que je ne saisis pas. Ce mot gharib a la même origine que Maghreb et Gharb, désignant l'Occident, d'où le mot ghurub, qui désigne le crépuscule ou le couchant. Qu'y a-t-il de commun entre tous ces vocables? Sans doute l'immigration avait-elle autrefois un autre sens démographique. Qui sait? C'était l'Orient qui donnait jadis l'orientation aux migrants venant de pays du couchant. Atik Rahimi qu'on retrouvera tout à l'heure à 13h25. Cette question de la langue, on la retrouve aussi, Pascal Manoukian, dans votre roman Les Échoués, puisque certains des personnages qui sont partis de Somalie emportent un dictionnaire avec eux pendant leur trajet parce qu'ils devront bien apprendre le français. Merci beaucoup, Pascal Manoukian, d'être venu au micro de la Grande Table aujourd'hui. Merci à vous, Leïla Sebar. Vous restez, si vous le voulez bien, Leïla Sebar, pour rester avec nous en deuxième partie avec notre invité, l'historienne des migrations Nancy Green. Et puis il faut dire quand même que les migrants inspirent beaucoup la fiction en cette rentrée. Beaucoup de romans traitent du sujet. On peut citer par exemple Tous nos noms de Dinav Mengestou, Nous serons des héros de Brigitte Giraud, Djibouti de Pierre de Rame, Petit piment d'Alain Mabankou, ou encore Mirko de Paola Pigani, ou encore Sœur de Miséricorde de Colombe Schneck. Tous les livres de Leïla Sebar, nous les mettrons en lien sur notre site internet à la page de la Grande Table, bien entendu, parce qu'ils sont nombreux. Et Pascal Manoukian, Les Échoués, c'est un livre publié chez Don Quichotte. Dans un instant, c'est le journal et la suite de la Grande Table.